Voilà, donc le titre de ma présentation n'est pas les pupilles de la nation. Il y a un lien, donc c'est les papilles de la nation. Voilà, discours gastronomique et identité à l'école de la République. On parle souvent du discours gastronomique dans le sens d'une jurisprudence. On se souvient de l'article de Pascal Horry dans Les lieux de mémoire qui décrit la gastronomie comme l'établissement d'un nomos, de règles de bien manger. Michel Onfray aussi a noté l'importance d'avocat dans l'établissement de ce discours. Joseph Berchoux qui a introduit le terme d'une manière moderne. Grimaud de la Reynière, Brillat Savarin, tous des avocats, auxquels j'ajouterais Charles-Louis Cadet de Gassicourt, dans la fameuse carte des spécialités régionales, donne la première image pour l'article de Pascal Horry dans Les lieux de mémoire. Deuxième image qui encadre ce texte, c'est une illustration faisant des chromolithographies de spécialités régionales présentées d'une manière anthropomorphique. Alors, ce que Horry ne note pas, c'est que ces images publicitaires étaient aussi utilisées comme bon point ou récompense dans les écoles de la Troisième République. Donc, et il y en a toutes sortes, un foisonnement sur toutes sortes de termes, beaucoup sur l'histoire, etc., mais on les retrouve aussi sur la gastronomie et sur l'alimentation. Les spécialités régionales aussi. Et en fait, que ce soit le poème didactique de Berchoux, le manuel de Grimaud de la Reynière, les aphorismes du professeur dans le Physiologie du goût, ou le cours gastronomique de Gassicourt, avec son professeur de phagotechnie, c'est-à-dire qui décrit comme une science singulière qui englobe l'histoire, la physique, la philosophie, la littérature, la géographie et autres. Dans chaque cas, ce discours gastronomique est avant tout une pédagogie. Donc, la sociologue américaine Priscilla Parker Ferguson a le mérite d'avoir noté les liens entre l'extension de l'éducation au XIXe siècle et la création d'une identité culturelle, culinaire nationale. Elle souligne l'idée que l'identité culinaire en France fait une synthèse entre le national et le local, le régional, entre le bourgeois et le paysan, etc., et entre les petites patries et la grande. Elle remarque que l'accès au discours gastronomique implique l'accès à l'écrit, que ce soit au niveau linguistique, c'est-à-dire il faut parler français, ou des habitudes de lecture, mais elle peine à décrire et à dater les mécanismes de diffusion de ce discours au-delà de la bourgeoisie. Donc on connaît les revues de cuisine, Pot-au-feu par exemple, ou les différents livres de cuisine, mais pour un public populaire, c'est un peu plus compliqué. Donc la question un peu, c'est comment on est arrivé de ça à ça, en passant par cet autre moment d'habitude alimentaire. Okay? Entre donc du modèle aristocratique au modèle qu'on connaît maintenant, en passant par à travers les classes populaires. Donc, un moment dans son texte, c'est intéressant, elle célèbre elle note la célébration simultanée de la diversité et d'unité nationale dans le livre d'école de la République par excellence, qui est le Tour de la France par 2 enfants, et elle met ça en lien avec À la recherche du temps perdu et la fameuse cuisine de Françoise. Mais pour elle, c'est comme une métaphore, l'un et fait écho à l'autre. Elle ne voit pas, si on jette un coup d'œil, que le discours alimentaire est omniprésent dans ce manuel scolaire. Les produits régionaux, les manières de table, etc., on va retrouver à travers les manuels scolaires utilisés dans l'école primaire. Donc, pour schématiser, je soutiendrai aujourd'hui que l'école primaire de la Troisième République est un vecteur essentiel de la diffusion du discours gastronomique et donc la création d'une identité, ou on pourrait peut-être parler plus proprement d'une identification culinaire nationale. En disant l'école primaire, je ne parle pas de l'école des notables, c'est-à-dire l'école qui éduquait une minorité bourgeoise et citadine, moins d'1% d'une classe d'âge masculin et un demi% d'une classe d'âge féminin
au tournant du siècle, en 1900, dans les petites classes des lycées, qui commençaient à 8 ans, et qui allaient jusqu'à, enfin, l'équivalent du CP jusqu'au CM2 aujourd'hui, mais je parle bien de l'école du peuple. Ici, on a un exemple à peu près de la même époque, une classe manuelle dans l'école de filles dans le Finistère. Donc, dans les minutes qui me restent, je vais me concentrer sur un aspect de cette école primaire de masse, les livres de lecture courante. Ces livres s'adressaient aux enfants dans les cours élémentaires, moyens et supérieurs, donc entre 7 et 13 ans environ. Ils permettaient aux élèves de développer leurs compétences en lecture, mais servaient souvent aussi de livres uniques qui couvraient tous les points du programme, que ce soit les sciences, la langue française, la grammaire, l'histoire, la géographie, l'éducation civique et morale. Voilà. Parfois, il y avait une édition départementale. Ici, nous avons le Comment. On l'appelle le Comment, mais c'est écrit par Stig et Buisson, Ferdinand Buisson, le célèbre auteur de la dictionnaire de pédagogie. Et il y avait une édition nationale, et puis pour chaque département, ou presque, il y avait un petit supplément. Ici, c'était pour la Gironde, qui va parler, pas toujours, mais parfois, donc, des spécialités régionales alimentaires du département. Ou bien, on avait d'autres manuels de lecture courante qui prenaient la forme d'un récit, où on voit un professeur qui fait cours à sa classe. Donc, c'est une espèce de mise en abîme. Et ici, dans cet abrégé de la France, il y avait un professeur qui a une carte de France avec tous les départements, et ils amènent tous les étudiants à travers chaque département. Dans chaque département, ou presque, on va parler aussi, mais non seulement, des spécialités alimentaires. Ou bien, vous avez la fameuse Tour de la France par 2 enfants, donc les histoires de Tour de France, qui sont des espèces de Bildungsroman, matinée de récits de voyage, et le chercheur Patrick Cabanel en dénombre 29 en France entre 1877 et 1940, donc de ces différents tours de France. Il y en a eu beaucoup. Ces récits mettent souvent en scène des orphelins de mère, donc entre pupilles de la nation et papilles de la nation, il y a un lien. Ces orphelins qui sont à la recherche d'une nouvelle patrie et une nouvelle identification familiale. Donc, je vais me concentrer sur 3 exemples. Il y a bien sûr le Tour de la France par 2 enfants, avec l'histoire d'André et Julien, donc, qui a vendu entre 6 millions de copies, à peu près 6 millions de copies entre 1877 et 1900. On est à 10 millions de copies maintenant, c'est toujours édité. Pas utilisé dans les écoles, mais ça fait un objet de patrimoine pour beaucoup de Français. Il y a aussi l'histoire de Suzette Dumais dans la série par Mary Robert Alt. Il y a l'enfance du Suzette dans la petite section, Suzette dans la moyenne section, enfin cours moyen, et le ménage de Madame Sylvain dans le cours supérieur. Donc, à la fin, au début de Suzette, elle perd sa mère. Donc, elle doit assurer la maison pour ses frères et son père. Puis vous avez aussi Madeleine et Claire Vieuxville dans le livre de Clarisse Churanville et Pauline Berger, 3e livre de lecture à l'usage des jeunes filles. On lisait ces livres à haute voix, et la maîtresse ou le maître posait des questions, souvent sous une forme catéchistique, et je vous donne un exemple tiré du livre du professeur. Donc ça, c'est Suzette, une série de chapitres qui s'appelle « Un repas de fête », et puis la maîtresse peut poser des questions aux élèves. Donc tout ça sur un chapitre qui parle d'un repas, mais avec des références à l'histoire, à la poterie, etc. Donc, qu'entendez-vous par l'époque mérovingien, carlovingien, sciences naturelles, qu'est-ce que l'or, qu'est-ce que l'ail, le poireau, l'oignon, le pois, etc. Qu'est-ce que le paon, le faisan, le cygne, ménage et cuisine, dans les oiseaux et dans les quadrupèdes énumérés ci-dessus, lesquels sont encore servis sous nos tables, ou encore, dans le même chapitre, qu'est-ce que le dessert, de quoi se compose-t-il, de quoi se compose la pâtisserie, la confiture, le bonbon. Donc, ces livres de lecture courante informaient et formaient les connaissances et l'identification culinaire de multiples façons,
Et l'élémentaire se trouve dans presque toutes les rubriques de l'enseignement, de l'histoire aux mathématiques. Donc on pouvait avoir des problèmes de mathématiques basés sur l'achat dans les OAL, etc. La nutrition, donc il y a 3 rubriques essentielles. La nutrition et l'alimentation d'un point de vue scientifique. Et là, vous avez table des matières du comment. La géographie alimentaire en France. Et finalement, pour les filles, surtout, la cuisine et les manières de table. Donc, je vais regarder chacun de ces rubriques rapidement. Pour en revenir à la nutrition et à l'alimentation, donc, c'était souvent d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire on va expliquer la mastication, la digestion. On va dire que, par exemple, le pain est essentiel parce que le gluten nourrit le sang, ce qu'on disait à l'époque. On va expliquer que le bœuf et le mouton sont très appropriés à la fois pour les gens faibles, pour les travailleurs urbains qui dépensent beaucoup d'énergie, pour les enfants urbains qui n'ont pas l'accès au bon air, mais pour les campagnes, en fait, la viande de boucherie n'était pas très importante à consommer. Donc ça reflète en quelque sorte certaines habitudes qui existaient réellement à l'époque, différences qui existaient dans la consommation de la viande de boucherie. Ces livres vont préconiser un repas modèle qui peut parfois se distinguer des habitudes qu'on trouve dans les campagnes, où le pain, bien sûr, était important, mais les soupes aussi, les bouillons avec des légumes parfumés d'un peu de lard, ou peut-être un fricassé de temps en temps de lapin. Dans le livre Suzette, la maîtresse recommande pour les petits un petit déjeuner d'une soupe, pour le déjeuner un œuf, de la viande, des légumes à 11 heures, un goûter de pain, fromage, confiture et chocolat à 15 heures, puis un repas du soir avec soupe en entrée, un plat principal de viande, accompagné de légumes et un fruit pour le dessert. Les livres détaillaient aussi différents types de nourriture et leurs origines, les légumes, les viandes, les poissons, les volailles, les herbes. Ceux-ci pouvaient être familiers aux étudiants, comme les laitues ou les haricots, ou les poissons de rivière, par exemple, ou plus exotiques comme dinde ou homard, donc selon où on habitait en France. Cette diversité alimentaire est célébrée dans sa dimension géographique à travers les différents tours de la nation gastronomique qu'on peut lire dans ces manuels. Dans le Tour de la France par 2 enfants, ou le 3e livre de lecture courante à l'usage des jeunes filles, les protagonistes traversent la France de long en large et apprennent ou goûtent les différentes spécialités que la France offre. Le Tour de la France par 2 enfants se focalise sur les animaux de ferme qui font la renommée de chaque région, les poulards de Bresse et du Mans, les vaches bretons qui donnent du bon beurre, les harengs et les sardines de Dunkerque, les huîtres de Granville, mais aussi des produits comme le gruyère du Jura, les fromages de Gex et du Cantal, les vins de Bourgogne, Angers, Saumur et Champagne, le cidre breton, les nouilles de Clermont, les truffes du Bergerac, tout ça, c'est la petite notice qui va avec l'image qui est dans le livre. Les prunes d'Agen, le vin de Cahors, le miel de Narbonne, etc. On parle dans ce livre beaucoup moins de plats. Les plats que les enfants consomment sont invariablement des soupes, à l'oignon, au chou, au lait. Puis à Marseille, je cite, une bonne assiette de soupe au poisson, qui est le mets favori de la Provence. Dans le 3e livre de lecture, avec Claire et Madeleine Vieuxville, c'est Yves voyage, donc orphelines de mère, voyagent avec leur père qui est un homme d'affaires ruiné, qui doit se faire, représentant de commerce, donc c'est ça un peu l'idée pourquoi ils traversent la France. Mais ils ont une sensibilité beaucoup plus bourgeoise dans leur voyage. Ils se servent à un buffet de spécialités régionales. En Bourgogne, c'est du bœuf de Charolais, saumon de Dombes, porc et poulard de Bresse, agneau de Gévrol, moutarde, pain d'épices et nonnettes de Dijon, raisiné de Bourgogne, fromage de Gex. À Tours, ils remarquent bien sûr les paniers de prunes, les pots de rillettes et les bouteilles de Vouvray. Nous avons, quand ils vont en Normandie, droit à un hymne à la Normandie, et je cite un petit extrait, « Ce bétail qui donne les beurres de Gournay et d'Isigny, les fromages de Neufchâtel, de Livarot, de Camembert, dont la renommée s'étend au loin. » Fin de citation.
Je ne parlais pas de leur visite à un repas de noces en Bretagne qui ne fait que conforter les différents ethnotypes qu'on va voir dans les cartes postales à l'époque. Le fromage est un sujet récurrent et on retrouve chez certains éditeurs, ils réutilisent les mêmes images avec donc l'image d'une fromagerie avec les fromages exemplaires de partout en France et parfois d'Europe. Et on peut dire que ces livres aident d'une certaine manière à codifier le patrimoine alimentaire qui fait partie de ce que Benedict Anderson appellerait la communauté imaginée de la France. Troisième volet de cette acculturation culinaire, destinée surtout aux filles, la cuisine et les manières de table. Le programme des écoles primaires de 1882 spécifiait dans les cours primaires qu'on devait aborder des notions très simples d'économie domestique. Donc, sans faire de vrais cours d'économie domestique, mais c'était dans le cours supérieur, on devait aborder le thème de la cuisine, etc. Avant, c'était surtout les notions de couture. Mais dans les manuels, on retrouve des références à la cuisine, aux manières de table, à tous les niveaux. C'est vraiment après la Deuxième Guerre, enfin, pendant l'entre-deux-guerres, en l'entre-deux-guerres, à Vichy, que les cours d'économie domestique deviennent très importants. Suzette est présentée comme une cuisinière modèle qui s'épanouit sous l'aide de la mère de sa maîtresse d'école. Et il y a un moment où Suzette fait un bouillon et sa petite voisine vient et dit « Ah, quel bouillon, c'est du vrai bouillon de bourgeois !» s'écrie-t-elle devant la soupe, Ludovine. Et Suzette explique pour la 20e fois comment on fait un bon pot-au-feu. Le livre de la maîtresse a la recette, et la recette, c'est intéressant, est tirée de la cuisinière de la campagne et de la ville d'Odo, qui date de 1818. Donc on a une espèce de diffusion d'une recette assez ancienne. Ces recettes informent aussi sur la mise de la table, sur comment découper, la viande, etc. Savoir quoi manger et comment le servir est important. On va expliquer comment servir le dessert. Et j'essaie d'imaginer une fille d'un journalier dans la Creuse à la fin du 19e siècle qui est en train de lire ses recommandations ou noter ses recommandations. Et j'imagine que ça reste un peu dans le domaine du littéraire, ou au moins d'un savoir scolaire et pas tellement pratique. Dans le livre de Joronville, ici on a une sorte de mise en abîme du rapport pédagogique avec Madeleine. Elle fait un tour avec son père et un jeune cocher qui aussi, je vais terminer dans un instant, un jeune cocher qui est aussi orphelin et qui n'a pas de bonne manière. Elle fait une leçon en sourdine, donc elle se plaint de sa serviette de table et François, le cocher, va essayer une serviette, ce qu'il ne fait jamais. Il va apprendre à manger d'une bonne manière. Alors, à la fin, François dit, à la fin de toute cette leçon en sourdine, il pense à part lui que ce n'était pas si facile que cela de savoir manger comme il faut avec des bourgeois. Et donc je vais conclure un peu sur cette idée, sur cette distance que François souligne entre ses habitudes et celles promues par l'école à travers la figure de Madeleine, cette jeune fille. Nous sommes dans le domaine du discours gastronomique, de quelque chose qui est textuel, d'un modèle textuel. Il faudrait du temps pour que ces pratiques se diffusent au niveau pratique à travers la société française, mais il faut peut-être attendre plutôt les 30 Glorieuses pour que ça devienne une norme pratiquée de manière massive. Mais on peut dire que la table était mise en partie par l'école de la Troisième République pour préparer cette transformation qui vient après des pratiques alimentaires. Voilà, merci.